Et bonsoir les gars, nous sommes le lundi 23 août 2021 et en fait j'ai voulu faire une petite vidéo sur trois thèmes, mais une vidéo bien rapide, bien faite, bien faite j'espère, mais sur trois thèmes de comment acheter des cryptos ou bien via quelle plateforme moi j'achète les cryptos, c'est-à-dire que quelle plateforme j'utilise pour rentrer sur le marché quand il y a du cash. Ce que je fais pas, je fais plus presque dernièrement parce que bon, voilà, j'estime que j'ai j'ai déjà assez investi. Du coup, maintenant c'est beaucoup plus, on se tourne beaucoup plus vers les retraits en fait, puisque chacun attend maintenant que son take profit soit atteint pour sortir du marché. Mais bon, sinon, je garde des USDT dans le système et je fais tourner en fait entre les projets ce qu'on appelle généralement le flipping qui permet de mettre un peu de USDT sur un projet, de faire fois 2 fois 3 de retirer une partie et de remettre sur un autre projet. Mais ça, on fait ça avec des projets qu'on ne va pas garder long terme. Donc peut-être, je veux dire, j'ai 4 5 projets que tu gardes pour le long terme. Et puis à côté, tu as 2 ou 3 projets de temps en temps, chaque 3 4 enfin chaque 2 3 mois. Si ça atteint 1 fois 2 fois 3 tu peux retirer histoire d'avoir toujours de l'argent liquide en banque et peut-être aussi des USDT de côté. Du coup, les trois thèmes, donc, c'était comment acheter des cryptos. Ça, c'est un thème sur lequel je vais pas mettre, je vais pas durer parce que tout le monde sait plus ou moins, chacun utilise la plateforme qu'il veut, mais bon, moi j'ai juste montré la plateforme que j'utilise. Et puis comment gérer ces fonds entre, est-ce qu'il faut les garder euh, sur des portefeuilles décentralisés ou même sur les échangeurs ou bien, voilà. Et puis ensuite, peut-être le thème sur lequel je vais un peu m'attarder, c'est à la fin, donc comment sortir du marché, comment moi je fais en fait pour vendre mes tokens et tout. Et du coup, pour commencer donc par comment moi j'achète comment moi je rentre sur le marché, je voulais vous montrer ce site-là qui est ceix.io. Et c'est un site que j'ai découvert lorsqu'on a eu le souci avec, il me semble, avec Skrill. Donc Skrill qui a suspendu la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent plus de mémoire depuis le 20 avril utiliser la plateforme Skrill. Sauf s'ils ont changé après parce que moi quand ils ont interdit l'accès aux Ivoiriens, j'ai tout planté. Je ne les suivais plus sur Twitter ou sur un autre réseau. Du coup peut-être que ça a dû changer, je ne sais pas. Mais bon, CEX, donc dans les recherches, je suis tombé sur CEX et en fait, je me suis rendu compte que c'est une plateforme qui est assez connue, enfin, moi, je l'ai connue, je crois, en 2017-2018, mais c'était pas encore aussi populaire et aussi complet. Donc, voilà, donc je suis revenu dessus. Du coup, beaucoup plus fluide maintenant, beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choses qu'on peut faire dessus. Et même un petit tip, souvent quand je découvre des plateformes, pour voir si c'est vraiment fiable ou s'il ne faut pas ton argent, enfin, s'il faut pas, il ne bloque pas l'argent des gens, il faut aller en fait voir les avis. Et les avis, moi, la plateforme que j'utilise, je pense qu'il y a plein qui connaissent, c'est Trustpilot, qui est vraiment, si je ne dis pas de bêtises, la plateforme de référence pour les cotations. Donc, si tu vas sur Trustpilot, que tu vois les avis, et en fait, c'est des avis réels, en fait. Trustpilot, c'est vraiment pour moi le must en termes de rating de plateforme. Et tu as les avis des gens qui ont déjà utilisé le produit ou le site en question. Donc ce Trustpilot aujourd'hui, les gars ils sont à quoi? À une note de 4,665, donc c'est énorme. Et bon, BitDegree, ça je connais pas, mais Trustpilot, c'est vraiment populaire comme site de cotation. Du coup, il y a eu beaucoup d'avis positifs. Je pense les quelques avis négatifs qui étaient là, c'est des gens qui n'avaient pas fait leur KYC. Du coup, leur fonds restait bloqué. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais bon, après, ça s'arrangeait parce que chaque fois, en fait, chaque message que les utilisateurs de Trustpilot laissent, les gens de CX, ils répondent après. Donc, vraiment, les gars sont très réactifs. Voilà. Du coup, moi, ça fait depuis le mois de mars que j'utilise ça pour mes retraits et mes entrées sur le marché. J'ai jamais eu de soucis. Donc voilà.
Et par contre, moi, j'utilise pas le site, j'utilise plutôt l'application mobile. Donc, s'ils l'ont pas mis peut-être sur le site, non. Mais sinon, l'application mobile existe pour Android et iOS. Donc, le KYC est obligatoire. Donc, pour pouvoir faire achat et vente, vous êtes obligé de faire un KYC. Et voilà, une fois que ça c'est fait, le KYC, il y a plusieurs niveaux. Vous faites chaque niveau pour le niveau qui vous concerne, le niveau qui permet d'acheter $3000 par 24 heures et de retirer $10,000 dans 24 heures. Donc voilà, selon ce que vous voulez retirer, vous pouvez faire. Donc du coup, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez comme carte Visa, vous pouvez relier ça à votre compte CEX et ça va vous permettre de recharger la carte physiquement et d'acheter des cryptos sur la plateforme ou de vendre des cryptos dans Well sur la plateforme et de les retirer via la même carte. Alors jusqu'à présent, les cartes Mastercard sont suspendues. Les opérations avec les cartes Mastercard sont suspendues sur le site. Je ne sais pas si c'est une maintenance ou qu'est-ce que c'est, mais depuis que j'ai connu la plateforme, depuis le mois de mars, Mastercard n'a jamais marché. Donc ne connectez pas une carte Mastercard sur le site parce que ça va pas passer. Donc moi globalement aujourd'hui c'est la plateforme que j'utilise sur le site, enfin pour entrer sur le marché. C'est une plateforme anglaise, donc régulée en Angleterre. Voilà. Voilà. Donc, régulé en Angleterre et tout. Du coup, il y a une assurance au niveau des fonds qui sont stockés sur la plateforme. Mais de toute façon, moi, mes fonds ne durent pas généralement sur la plateforme. Si je suis en train de faire un achat, automatiquement, quand je fais l'achat, j'envoie ça soit peut-être sur Binance ou même sur KuCoin pour acheter ce que je dois acheter. Soit si c'est des retraits, quand j'envoie ça sur la plateforme, c'est un montant mesuré, genre $5,000. En 2-3 jours, j'ai fini de retirer l'argent en question. Donc, je ne laisse vraiment pas d'argent sur cette plateforme-là. Donc, ça, c'était pour entrer sur le marché. Je pense que chacun a un peu plus ou moins sa plateforme. Mais ce que j'ai dit, le truc, c'est que quand vous trouvez une nouvelle plateforme, essayez d'avoir les notations. Ce n'est pas forcément Trustpilot. Je pense qu'il y a d'autres sites qui font du rating. J'en connais pas assez d'ailleurs, mais bon. Je pense que Trustpilot, c'est vraiment un des meilleurs. Donc, vous verrez tous les avis possibles sur votre plateforme que vous voulez utiliser. Deuxième sujet, c'était comment gérer les fonds. Alors, il s'agit de différents projets des fois parce que on a souvent peut-être 15 projets. Bon, moi, franchement, dernièrement, j'essaie de réduire mes nombres de projets pour ne pas m'embrouiller dans tout ce qui est wallet, dans tout ce qui est news d'un projet. Parce qu'après, il faut suivre les news sur chaque projet. Des fois, c'est embêtant. Donc, moi, dernièrement, franchement, j'ai réduit mes projets à 4 ou 5 projets. Et ça me permet, en fait, de rester tranquille dans mon truc. Donc, comment gérer? Parce que chaque projet, des fois, a son portefeuille, a son wallet. Attends. Donc, ce que moi, je voulais dire, déjà, si le projet est listé sur une plateforme, on prend le cas de Binance, par exemple. Moi, je prends le cas de Kotick, qui est, par exemple, listé sur Binance. Certaines personnes, par exemple, laissent leur token sur la plateforme Binance. Et du coup, bon, généralement, c'est rapide parce que quand tu vas avoir besoin de vendre tes tokens, c'est plus facile parce qu'il suffira juste de te connecter à Binance et de vendre tes tokens. Ça, c'est pratique. C'est pratique et ça va vite. Mais deuxième chose, c'est que si y a un souci avec Binance, on va dire généralement le seul souci qu'on peut avoir, c'est les hacks. S'il y a un hack sur Binance, à ce moment-là, vos tokens ou vos projets, il y a un risque. Et de deux, en fait, en se connectant aux échangeurs, donc ce qu'on appelle généralement les échangeurs centralisés comme Binance, c'est que vous vous connectez juste avec une adresse mail et un mot de passe. Donc, ce qui veut dire que vous ne mettez pas de clés privées, vous ne mettez pas de fichiers on va dire, liés à la blockchain en tant que tel pour vous connecter. Donc, c'est Binance, en fait, qui détient vos clés privées.
Voilà. Donc, en cas d'attaque, les hackers cherchent les clés privées de chaque compte et ils vont ouvrir en fait vos wallets pour prendre ce qui est dedans. C'est un peu comme à la banque. Aujourd'hui, ce sont les banques qui ont nos clés privées. Donc, toi, tu vas à la banque, tu leur donnes l'ordre de prendre ta clé privée, d'aller ouvrir ton coffre et de t'envoyer 300 000. Si tu remplis par exemple Botoro, un chèque de 300 000. C'est pareil avec Binance. Binance, c'est comme ça. Ils ont la clé privée, ils ont la clé du coffre. Donc toi, tu viens juste avec ton mot de passe et ton mail leur dit je suis devant le guichet ou je suis devant la caisse. Merci de m'envoyer tel montant. C'est comme ça que ça marche avec Binance. Donc, s'il y a un hack, si la plateforme n'est pas comment dire, assurée, vous perdez vos fonds. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Vous perdez vos fonds. C'est pour ça que des fois, les gens parlent d'une plateforme, mais moi, j'achète mes tokens sur telle plateforme. Et nous, on dit non, mais c'est une plateforme qui n'est pas régulée, qui n'est pas de temps en temps. Si tes fonds restent bloqués dessus, mais s'il y a un souci, il n'y a aucune assurance. Voilà. Donc, ça, c'est de 1. Donc, des plateformes centralisées. Donc, Binance, OKEx, KuCoin, tout ce que vous pouvez connaître comme plateforme centralisée. C'est ça, en fait. Donc, il y a un risque quand même en gardant de gros montants de tokens sur un échangeur parce que c'est eux qui ont la clé privée. Donc, s'ils se font attaquer, vous perdez vos fonds et s'ils ne sont pas assurés, c'est définitif. Donc, ça, c'est de 1. Généralement, ce que moi, je fais sur ces plateformes-là, je laisse des montants de tokens qui ne sont pas assez élevés ou je sais, peut-être c'est des montants que je vais vendre sur peut-être 3-4 mois. Je sais que c'est vraiment du flipping que je fais. Mais si c'est mes tokens que je hold à ce moment-là, soit j'utilise le portefeuille du projet lui-même. En ce moment, s'il y a un souci, c'est le projet qui va me rembourser. Sauf, bien sûr, si c'est ma faute, si c'est moi qui me suis fait pirater mon ordinateur, mais si c'est moi qui ai donné les codes à quelqu'un, en ce moment-là, bon, ça c'est un autre cas. Mais si le projet se fait pirater en ce moment, ils vont me rembourser mes fonds. Voilà, ça, je préfère faire ça comme ça. Et puis laisser les petits montants que je vais vendre rapidement là, sur les échangeurs. En ce moment, s'il y a un problème, ça, sans me prendre la tête, je sais que bon, même s'ils ne m'ont pas rendu, c'est pas grave. Mais mes plus gros projets sont stockés sur un échange, enfin, soit sur le projet, soit sur un portefeuille décentralisé. Du coup, si je continue dans l'exemple de Coty par exemple, pour ceux qui savent pas, Coty, ils ont sorti ce wallet là qui s'appelle Coty Pay et du coup qui permet de stocker les tokens de Coty, donc en sécurité sur eux-mêmes leur propre wallet. Et c'est vous qui avez vos clés privées. Parce que quand vous vous connectez, déjà, il vous demande mail le mot de passe. Et la deuxième page qui vient, il vous demande la clé privée. Donc, c'est vous qui avez votre clé privée. Donc, ça, c'est sécurisé. C'est chez eux-mêmes que c'est stocké. J'ai pas de souci avec. Et je pense qu'il y a même une version Android qui existe. Mais moi, je n'utilise pas la version Android. J'ai juste bookmarké, comme vous pouvez le voir ici. La page est bookmarkée. Comme ça me permet de chaque fois que je me connais de ne pas aller saisir ça dans un navigateur. Parce qu'après, le fait de répéter à chaque fois, quand vous utilisez trop un site, c'est mieux de le bookmarker comme ça. Enfin, bookmarker, en fait, bookmarker, c'est sauvegarder la page. Donc, si je prends n'importe quoi, par exemple, moi, à chaque fois, je vais sur le site, par exemple, de chaînes Flip, qu'est-ce que je fais? Moi, j'utilise le navigateur Brave. Je ne suis pas sur Google. Je ne suis pas sur Google Chrome. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, chaque fois comme je viens sur ce site-là, c'est plus facile pour moi de le mettre en... Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de le mettre en favori. Voilà. Je le mets en favori. Comme ça, il se met dans la liste de mes sites favoris. Chaque fois que j'en ai besoin, je viens juste cliquer dessus et il ouvre le truc. Parce que le fait de venir à chaque fois saisir le site, saisir par exemple le site à chaque fois sur Google, vous voyez, et de venir cliquer en fait sur le premier ou bien sur le deuxième que vous voyez, c'est comme ça que les hacks se passent. Généralement, les hackers, ils vous créent le même site et ils vous le mettent à la première, dans tête de liste. Donc, quand vous venez, vous cliquez dessus, vous dites, bon, c'est de toute façon, c'est le premier site qui sort, c'est chaîne Flip. Vous cliquez dessus, vous êtes en fait de rediriger sur la page
du hacker. Et du coup, c'est que la page que vous allez voir, sur laquelle vous allez saisir, c'est comme le truc qu'on utilisait à l'école. Comment ça s'appelle? Le calque. Où tu écris sur une page et puis ça ressort sur la deuxième page. Donc, tout ce que vous allez saisir ici, en fait, c'est comme si l'écran noir qui est derrière, c'est un calque. Tout ce que vous saisissez là, ça ressort sur une autre feuille derrière et le hacker, après, il a accès à vos fonds. Donc, c'est juste de bookmarker toutes vos pages que vous utilisez régulièrement. Du coup, donc, Koti, moi, c'est là que je les ai, tous mes Koti sont dans Koti Pay. Mais le petit rappel, c'est que les Koti qu'on peut mettre ici, ce n'est pas les Koti ERC20. Donc, ce n'est pas les Koti qui sont sur Ethereum. C'est le Koti mainnet. Donc, c'est le Koti natif. Et il me semble que c'est ceux qui sont sur KuCoin. Je ne sais pas si ça a changé, mais ceux qui sont sur Binance, ils sont ERC20. Donc, avant d'envoyer vos Koti sur ce wallet-là, faites quand même une petite recherche. Et puis, ouais, du coup, dans la même veine, donc ça, c'était Koti. Il y a d'autres aussi. Je pense que vous utilisez Molly. Pardon. Il y a le portefeuille Molly qui est le portefeuille de DAG aussi, pareil. Donc vous venez vous connecter, vous créez vos nouveaux accès, vous connectez. Donc ça c'est un portefeuille décentralisé. C'est vous qui avez vos clés privées, c'est vous qui avez vos mots de passe. Donc la conséquence de ça, c'est que si vous perdez vos clés privées, c'est définitif aussi. Vous avez tout perdu. Voilà. Contrairement à peut-être Binance ou KuCoin qui sont centralisés, ou si vous perdez votre mot de passe ou votre adresse mail, on peut récupérer votre compte sur le portefeuille décentralisé où c'est vous qui avez vos clés privées. Si vous perdez vos clés privées, même le projet, ils ne pourront rien faire pour vous parce que c'est vous qui avez toutes vos données. Donc, c'est à faire aussi avec beaucoup de prudence. Donc, on est encore dans un milieu très, très sensible. Les gens n'ont pas encore vraiment trouvé, pour moi, ils n'ont pas encore trouvé le petite astuce qui va permettre à tout être ordinaire, mais l'humain vraiment ordinaire, d'utiliser la blockchain sans se soucier de perdre ses données. On n'est pas encore vraiment à ce level-là. Mais ça va venir, ça c'est clair, ça va arriver où on n'aura pas à se soucier de la clé privée, du temps. On va être sur des portefeuilles décentralisés sans se préoccuper de notre clé privée. Mais ça, c'est une deuxième étape. Pour moi, ça va arriver avec le temps. Donc, c'est clairement ça, les risques des deux côtés et aussi les avantages des deux côtés. Donc ça, c'était tout ce qui est des portefeuilles liés à chaque projet. Pour ceux qui veulent encore aller plus loin, il y a Ledger, donc la clé Ledger dont on parle tout le temps. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais Ledger, c'est une entreprise française. Et c'est d'ailleurs la seule entreprise française qui a créé une clé, mais hyper sécurisée. Hyper sécurisée parce que moi, j'ai la Nano X et je pense que c'est celle-là. Donc, c'est une clé qui se connecte donc à votre ordinateur et ensuite, l'ordinateur ouvre en fait. Sur votre ordinateur, vous devez installer une application qu'on appelle Ledger Live qui vous permet de gérer vos fonds. Là, c'est le Ledger Live, mais là, c'est la version mobile qui vous permet de gérer vos fonds. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque projet doit développer une application pour Ledger. Donc là, vous voyez par exemple l'application Bitcoin. Et bon, il y a une autre application à côté que je ne reconnais pas. Mais vous avez Bitcoin, Ethereum, vous avez, je sais pas moi, Zilliqa, chaque projet développe en fait son application, sa propre application pour la Ledger. Une fois que l'application est dessus, vous envoyez vos fonds dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que la clé en fait est déconnectée d'Internet. Donc vraiment, pour que quelqu'un vous vole vos fonds, il faut un peu de sorcellerie parce que il faudrait déjà que la clé soit connectée à votre ordinateur et de deux, le mot de passe de la clé ne se rende pas en fait comme on fait, ne se rende pas sur l'ordinateur. Le mot de passe se gère avec vous voyez les deux boutons qui sont là. C'est là en fait qu'on tape le mot de passe. Donc c'est en binaire, c'est 0, 1, 0, 1. Non, pardon, j'ai des conneries. C'est de 0 à 9, donc c'est numérique plutôt, c'est pas alpha numérique, c'est numérique. Donc vous créez un mot de passe numérique et chaque fois que vous faites une transaction sur la clé, vous mettez le mot de passe avec ces boutons-là. Donc, quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, soyons sérieux, quelqu'un qui n'est pas avec vous, c'est pratiquement
impossible qu'ils puissent savoir votre mot de passe. Donc, jusque-là, quand même, il me semble, la clé la plus sécurisée du marché. C'est vrai qu'il y a Trésor, il y a Argent et autres, mais Ledger reste la clé la plus sécurisée du marché. Moi, il y a la Nano S. Celle-là, elle est beaucoup plus performante. C'est la dernière, la Nano X. Et elle, il me semble qu'elle se connecte au téléphone portable avec, via sa clé. Donc, la Ledger S, elle peut pas se connecter à un téléphone. Donc, voilà, Nano S et l'autre, c'est Nano X. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment sécuriser leur clé, leurs données, enfin, leur token, vous pouvez vous acheter une Ledger et vous renseigner auprès du projet pour leur demander est-ce qu'ils ont déjà créé une application pour Ledger. Tous les projets de la blockchain savent de quoi il s'agit quand on parle de Ledger, malgré que ce soit une entreprise française. Donc, voilà la deuxième façon de sécuriser vos fonds. Et si vous perdez vos ledgers, ce n'est pas un souci. Le plus important, encore une fois, lorsque vous créez, vous utilisez la ledger pour la première fois, vous créez un mot de passe, évidemment. Et je crois qu'il y a il y a la clé privée aussi. Et du coup, si vous perdez la clé, en fait, vous pouvez toujours acheter une nouvelle clé et puis récupérer vos fonds. Parce que les fonds, en fait, ne sont pas vraiment sur la clé. Les fonds sont restent sur la blockchain. Donc, Ledger, il vous permet juste de vous connecter, en fait, à la blockchain pour voir vos fonds. Donc, les fonds ne sont pas logés dans la clé, comme certains pourraient le penser. Donc, Ledger, c'est juste une interface qui vous permet de voir et de transacter avec vos fonds via la blockchain. Donc ça, c'était pour moi la dernière manière de sauvegarder les fonds. Il en existe plusieurs et ce sera en fait à vous de voir. Du coup, qu'est-ce que je pouvais ajouter sur la gestion des fonds? Je pense que globalement, c'est ça. Donc, c'est de faire aussi attention à ces mots de passe, de bien les stocker quelque part hors d'Internet généralement. Donc, sur un disque dur externe que vous avez ou quelque chose d'autre déconnecté à Internet dans un endroit bien safe. Ledger, par exemple, les gens ils conseillaient que lorsque vous créez la clé privée et le mot de passe, vous gardez une copie avec vous, vous gardez une copie à la banque dans un coffre-fort. Bon, chacun voit. Hein. Mais après, ça dépend du nombre de fonds que tu gères. Je pense que si tu as 2 millions de dollars de fonds sur une Ledger, effectivement, ça vaut le coup d'aller mettre les mots de passe à la banque. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, lorsqu'on doit vendre ces tokens, d'accord. Lorsqu'on doit vendre ces tokens, comment faire? Si je reviens je reviens en arrière dans mon exemple sur Binance. Supposons que dès le départ, moi, j'avais mis mes fonds sur Binance. Donc, c'est plus facile pour moi. Je me connais simplement en Binance. Je vais dans le trading, je vends mes fonds. Et voilà, j'ai mes USDT ou j'ai mes USDC ou j'ai tout ce que vous voulez en stablecoin. Deuxième solution, j'ai mes fonds qui sont sur Coty. Pardon, on prend l'exemple c'est des tokens Coty. J'ai mes fonds qui sont par exemple dans Coty Pay. Donc, je vais les vendre. Je viens, je sais que Coty est listé sur Binance. Je vais dans mon compte. Je fais, désolé, hein, je ne peux pas ouvrir mon compte ou bien c'était un peu trop long de faire tout ça si je ouvrir des comptes et envoyer des tokens. En même temps aussi, ça m'aurait coûté des frais. donc j'ouvre mon compte ici. Je vais dans mes actifs. Je sélectionne Coty. Je fais dépôt. Je récupère l'adresse qui est sur Binance. Je reviens dans Coty Pay. Non, je suis en train de dire une connerie parce que les Coty qui sont listés sur Binance, ce n'est pas des Coty natifs. Donc, je ne peux pas faire cette opération-là. Le truc, ce serait de venir sur celui-là. Par contre, je ne l'ai pas bookmarké parce que j'utilise l'application. Donc, vous verrez ici l'application, comment ça s'appelle? L'application KuCoin ici. Donc, si vous venez là, vous êtes sur KuCoin. Du coup, vous vous connectez à votre wallet. Le truc, c'est un truc qui est très important aussi de savoir quel projet est listé sur quel site
en quelle version, s'il y a plusieurs versions du token. Donc, moi, je me connecte ici à mon, comment dire, à mon wallet. Donc, je vais dans mes actifs, je vais dans le dépôt. Et dans le dépôt, je récupère l'adresse Coti. Donc, je viens ici, je me connecte à CotiPay, j'envoie mes tokens vers l'adresse, je reçois mon dépôt ici, je vends et j'ai mes USDT. Voilà. C'est pareil. Si je prends le cas de DAG également, si je me connecte à Molly, du coup, et donc je sais que comment ça s'appelle, DAG est listé sur Coti. Donc je récupère, comme pareil, je vais dans mes actifs ici dans mon compte, je clique dans DAG, je clique dans dépôt, je récupère l'adresse, je reviens dans Molly, je me connecte, je vais dans envoyer, je définis le montant que je vais envoyer, je copie l'adresse que j'ai pris dans KuCoin, je copie l'adresse sur Molly, je fais envoyer. Pareil, je vais recevoir mes fonds ici. C'est toujours bien de double-checker l'adresse qu'on a copié ici. Moi, je vérifie toujours les 4 premiers caractères, les 4 derniers caractères. Si les 4 premiers, les 4 derniers sont bons, pour moi, je crois que c'est bon. Donc, j'envoie, il reçoit les DAG ici. Je vais dans Trading, je les vends et je mets USDT. Donc, aussi simple que ça. C'est pareil. Si vous êtes connecté soit à KuCoin ou à Binance, les deux vous permettent en fait de connecter une clé Ledger, les deux interfaces. Je pense que quand on n'est pas connecté, on ne les voit pas. Mais une fois qu'on est connecté, on peut voir qu'on peut connecter sa clé Ledger aux deux interfaces. Donc, si moi, par exemple, j'ai mes constellations ou mes DAG sur Ledger, bon, je viens juste sur KuCoin, je me connecte à mon compte, je mets connecter Ledger et puis juste KuCoin va aller lire les DAG qui sont sur mon wallet et que je les récupère, je les ramène ici, à nouveau je les vends et je mets USDT. Donc là, jusqu'à présent, ce qu'on a tous nos USDT sur les deux plateformes, quelle que soit l'origine, là où on avait stocké nos tokens, si on avait stocké sur Coti, ou bien si on avait stocké sur Molly, ou bien on les avait sur Ledger, ou bien on les avait simplement sur les deux plateformes. Donc là, j'ai ramené sur la plateforme, j'ai vendu, j'ai mes USDT. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens dans CEX. Je me connecte, que ce soit à l'application ou au site, je me connecte. Et je récupère en fait l'adresse. Si ça va dépendre maintenant de ce que j'ai ici comme stablecoin. Si j'ai fait des USDT, donc je vais récupérer l'adresse USDT ici. Et je sais pas, je crois qu'il y a BUSD aussi qui est listé sur CX. Je peux toujours récupérer BUSD aussi. Et une fois que j'ai l'adresse, je reviens soit sur KuCoin, soit sur Binance. Je vais dans retrait, je prends USDT, je copie mon adresse que j'ai récupérée de CEX et j'envoie simplement. Et du coup, une fois que je reçois les fonds sur CEX, bah, c'est plus facile. Généralement, quand tu reçois les fonds, que ce soit en Bitcoin ou en Ethereum ou en USDT, tout ça, c'est des crypto-monnaies. Il faut les échanger en fait dans une monnaie normale. Donc, sur la plateforme, vous avez tout ce qui est crypto-monnaie, USDT, Bitcoin, tout ce qu'on connaît. Et puis de l'autre côté, vous avez du fiat. Donc, vous avez euro et puis vous avez USD. Donc, quand vous recevez les crypto-monnaies, il faut les échanger en monnaie fiduciaire. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle Exchange. Vous allez là-bas, vous sélectionnez votre Bitcoin ou bien votre USDT. Et en bas, vous sélectionnez euro ou bien USD. Il vous échange vos monnaies virtuelles en monnaie normale. Et en ce moment-là, vous retirez simplement vers votre carte que vous avez liée à votre compte CEX. Et comme CEX, ils sont Visa direct, en général, dès que tu lances un retrait, s'il n'y a pas de souci, quand il y a de soucis, c'est-à-dire que si tu as déjà fait ton KYC, tu as déjà fait tout ce qu'il faut, une fois que tu lances
le retrait, dans les 2-3 secondes, tu reçois un SMS de ta banque qui te dit tu as reçu des fonds. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours pour savoir que est-ce que mon virement est passé. Non. Si tu n'as pas de souci, que tu as tout fait dans l'ordre, dès que tu lances un retrait, dans les 2-3 secondes, tu as tes fonds. Que ce soit 1 million, que ce soit 500 000, 700 000, selon les limites de ta banque et le montant que tu as retiré. Parce qu'il faut toujours vérifier aussi ta banque, c'est quoi la limite par jour. Il y a des banques qui mettent 1 million par jour, 2 millions par jour. Ceux qui sont chez UBA, c'est 2 millions par jour. Donc, même si tu lances un retrait de 2 millions, oui, limite de 2 millions, dans les 3 secondes, tu reçois un SMS qui te dit tes 2 millions sont là. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que, bon, est-ce que les cryptos, même ce qu'ils font dans leur groupe, est-ce qu'ils arrivent à retirer les fonds? La prochaine fois, peut-être que moi-même, j'ai lancé un retrait. Je pense qu'on va faire je vais faire une vidéo, mais vraiment particulière sur de suivre comment j'ai fait mon retrait et tout. Pour que les gens sachent qu'en fait, on n'est pas, on n'était pas en train de faire un truc où à la fin, tu ne sais pas comment tu retires tes fonds. Non, on sait bien comment on retire les fonds. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois via CEX. Donc, ça fait un moment qu'on est dans le groupe. On sait que blasphémer, c'est pas, c'est pas notre faute. Donc, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, c'est la plateforme que j'utilise. Voilà tout le processus. Et voilà. Donc, voilà tout le processus. Quand tu passes par CEX, mais avant CEX, il y a une plateforme que j'utilisais qui me coûtait extrêmement cher. Mais comme il n'y avait pas le choix, mais je passais quand même par ça. Ça s'appelle Paybis. Et c'est une plateforme aussi anglaise. Bizarrement, toutes les plateformes de retrait qu'on a aujourd'hui, que moi j'ai connues, hein, elles sont toutes anglaises. Donc, ce qui veut dire que tout ça, c'est régulé par les gendarmes britanniques. Donc, les fonds sont sécurisés et assurés en cas de problème. Et voilà. Donc, ici, encore une fois, hein, on verrait ici qu'ils sont notés aussi sur Trustpilot, donc c'est toujours pareil. Donc, c'est vraiment un très bon site de rating. Et eux sont à 4.4 sur Trustpilot, alors que je crois, lui, il était à 4.6. Voilà. Bon, on voit déjà la différence. Voilà, donc Paybis, lui, il est assez simple. J'ai pas ouvert mon compte. J'aurais pu quand même ouvrir mon interface. Bon, mais lui, par contre, il ne stocke pas les fonds. Les fonds transitent juste par Paybis. Il ne stocke pas du tout. C'est-à-dire qu'il prend dans votre wallet Bitcoin et il transfère soit dans votre wallet Skrill, donc Skrill dont je parlais tout à l'heure, pour ceux qui ont encore accès à Skrill, ou à Neteller, pour ceux qui ont accès à Neteller, ou vers votre banque directement. Bon, vers votre banque, moi j'évite parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais leur fournir comme justif. Mais Paybis, il est assez simple. Comment ça se fait? On peut même acheter des bitcoins ici. Hein. Moi, je suis parti en sel, mais on peut, voilà, on peut buy tout ce que vous voyez là avec une carte de crédit. Mais côté vendre, c'est que le bitcoin. Voilà. Du coup, si on revient là, on va juste se focaliser sur vendre. Donc, vous lui dites, ok. Et lui, en fait, il prend assez de gros montants quand même. Vous lui dites, moi, je vais vendre 1,5 bitcoin. 25 000 $. Ouais, mais parce que je ne suis pas connecté à mon compte. Bon, c'est pas grave. Je pense que quand tu es connecté à ton compte et que tu fais le KYC, tu peux retirer jusqu'à 60 000 $. Mais bon, là, il me dit 25 000. Ok, donc je vais mettre 0,2 bitcoin. Bon, ça fait 9 000. 0,4 bitcoin. Donc, vous lui dites ça, et vous dites, ok, si vous retirez 0,4 bitcoin, moi, je vais vous donner 18 000 $. Vous voyez? Et les 18 000 $, en fait, ce qui me faisait chier, c'est qu'il vous dit, Paybis prend 4%, enfin, on va dire 5%, Paybis prend 5%, et Skrill prend 1%. Donc là, clairement, vous êtes déjà à 6% sur la transaction. Alors que ce que j'ai oublié de vous montrer ici, c'était les fees. Non, c'est pas ça. Net limit and commission, voilà. Voilà, donc les limites dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Donc, lorsque vous faites votre premier niveau de KYC, donc quand vous donnez votre nom, votre prénom et votre pièce d'identité, vous pouvez acheter jusqu'à 3 000 $ par jour et vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 $ par jour.
Lorsque vous fournissez une adresse, un justificatif de domiciliation, vous passez à 10 000, 10 000. Je crois que moi, il doit être quelque part ici aujourd'hui. Donc, bah, écoutez, tu retires 10 000 dollars par jour, c'est genre 5 millions par jour. Hein. Pour moi, c'est suffisant. Voilà. Du coup, les limites et les commissions. Vous voyez ici, si vous avez une carte Visa, comme je disais dans le Mastercard, ça passe pas. Mais si vous avez une carte Visa, vous pouvez dépôt, commission sur le dépôt. Bon, ça c'est le dépôt. Donc le dépôt est à 3%. Vous voyez que c'est extrêmement, pour moi, hein, c'est moins cher sur le dépôt. Et sur le retrait, vous avez 2,5% plus 1,20 dollars en termes de frais de service. Et puis la commission, c'est 3,8 dollars. C'est pas en pourcentage, c'est 3,8 dollars. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, en fait, le frais de retrait ne dépasse pas 3%. Vous voyez, frais de retrait 3% sur CX. Et quand vous passez en fait sur Paybis, le truc passe à 6%. Donc, vous voyez, on parle de simple au double. Du coup, CX, aujourd'hui, je le trouve un peu bien quand même parce que moi, sur ça, je reviens de loin. Donc, pour ceux qui ont Skrill, donc quand vous allez cliquer sur celle, il va vous demander votre adresse mail de Skrill que vous allez renseigner et puis vous allez recevoir les fonds en euros ou en USD selon la configuration de votre compte. Mais vous avez la possibilité aussi ici de lui dire non, moi je veux pas de Skrill. Après vous pouvez toujours vendre dans autre chose, ça c'est connu. Je crois il doit avoir, voilà, comme je disais, vous avez NetTeller et vous avez même virement bancaire. Voyez. Et du coup, faudrait au moment de faire votre KYC, il faudrait lui fournir votre RIB, votre IBAN, pardon. Donc IBAN qui est l'indice des banques à l'international. Vous lui fournissez votre IBAN et votre virement arrive directement sur votre compte. Alors moi, je ne le fais pas parce que je sais que lorsque les fonds vont arriver au niveau de ma banque, on va me demander d'où vient l'argent et qu'est-ce que vous avez fait pour avoir cet argent. C'est des prises de tête. Mais sinon, par virement bancaire, vous voyez que les frais sont beaucoup moins élevés. Donc à 1% ici, plus 0,05%. Donc c'est vraiment rien, quoi. On aurait vraiment pu passer par ça à chaque fois. Bon, moi j'ai même pas envie d'essayer pour ne pas attirer des choses dans ma vie. Donc c'est un autre choix aussi. Pour ceux qui sont dans les pays qui sont déjà bien avancés dans les cryptos, vous pouvez bien utiliser Paybis. Et c'est une plateforme qui est assez licenciée parce que on a une licence de gendarme américain quand même qui est là. Ils sont régulés par le FICEN, qui est le gendarme américain. Et moi, je suis allé vérifier ça, en fait. Vous prenez le numéro de la licence qui est là. Vous allez sur le site de la SEC. Vous tapez ça. Vous verrez que c'est bien la licence. La licence est bien attribuée à Paybis. Donc, ils sont bien régulés, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, il y a comment ça se prononce ce truc? ADV Cash, il me semble. Ouais, c'est ça. ADV Cash. J'ai jamais essayé de retrait chez eux, mais ça a l'air d'être bien régulé parce qu'ils ont leur carte magnétique. C'est vraiment sympa. J'aurais bien aimé qu'ils acceptent la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et ça m'a fait très très mal parce que j'aurais voulu avoir leur carte. Ça simplifie les choses en fait. Mais bon, pour ceux qui sont dans les pays où c'est accepté, vous pouvez le faire. Hein. Et en tournant, en fait, j'ai vu que vous pouvez lier votre compte. Ceux qui ont un compte Binance, vous pouvez lier votre compte Binance à votre compte ADV Cash, ce qui vous permet en fait de ne pas faire des allers-retours. Vous connectez simplement, vous voyez vos cryptos qui sont sur Binance et vous les vendez directement en étant connecté à ADV Cash. Donc c'est pareil, il me semble, une boîte anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est plutôt en Belize. Bon. Ouais, non, ils sont plutôt basés à Belize. Alors, Belize, c'est quoi? Alors, Amérique centrale. Bon, ok. Bon, là, ça sent les gens qui fuient le paiement des impôts pour aller se mettre dans une zone franche. Ok, bon, ça à vérifier. À vérifier. Et puis, bon, bah, en tout cas, ça a l'air d'être bien ancré dans le truc depuis longtemps.
Mais j'avoue, j'ai pas assez longtemps tourné sur le site pour voir, pour voir en fait le niveau de trust, de confiance. Donc, c'est tout ça. Donc, vous pouvez aussi tourner, voir d'autres plateformes. Mais le plus important, c'est d'aller regarder sur des sites comme Trustpilot, comme j'ai dit, pour voir en fait les avis des gens qui ont déjà utilisé et tout. Et puis, si vous pouvez même contacter quelqu'un qui a laissé un commentaire bizarre, tout ça pour voir est-ce qu'il a récupéré ses fonds, comment ça s'est terminé l'histoire et tout. Mais je pense que ça doit être bien, ça doit être une entreprise bien sérieuse, je pense, parce que le fait d'émettre eux-mêmes leur propre carte, c'est pas donné à tout le monde. C'est ce que Coty essaie de faire aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore Cotipay, vous pouvez vous inscrire parce que c'est en fait à travers Cotipay que vous vous inscrivez pour avoir leur carte Visa qui va sortir. J'espère vraiment qu'ils vont privilégier aussi les gens qui sont en Afrique parce que ça va être très facile d'avoir une carte crypto qui est liée en même temps avec des fiat. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, parce qu'on pourra en parler dans le groupe. Si d'autres personnes aussi ont des plateformes à proposer qui ont des frais beaucoup moins élevés que tout ce qu'on a vu, parce que là aujourd'hui on reste à un frais de retrait maximum de 3% c'est ce X. Si vous avez des plateformes qui ont moins que ça, ce serait intéressant d'en parler pour qu'on regarde ensemble ce que ça donne. Du coup, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que vous passez une bonne semaine et puis on se retrouve sur le groupe. Ciao, ciao.